ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਦੇਖ ਪਲੇਟ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 45 45 ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 58 ਬਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾੜ 58 ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾੜ ਉਹ ਨਾੜ ਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਨਾੜ ਦੇ ਆ ਹਾਂ ਨਾੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 58 ਸੀ 58 50 40 57 ਹਾਂ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਟੋ
France et Jérôme Marignon se sont rendus ce matin au cimetière de la Chapelette à Péronne, où sont enterrés ces soldats indiens. Des saris et des turbans, nous ne sommes pas à New Delhi mais à Péronne, qui a honoré avec faste les 320 soldats et travailleurs indiens tués ici pendant la Grande Guerre. Et c'est à l'occasion de cette cérémonie que le nouvel ambassadeur a fait son premier déplacement depuis sa prise de fonction. Nous sommes réunis ici, non pas pour glorifier la guerre, mais pour nous souvenir de tous les soldats qui ont sacrifié leur vie au service de la paix et aussi pour nous souvenir de leur héroïsme et leur sang de honneur. Cette commémoration permet en effet de rappeler que les Indiens sont les oubliés de la Grande Guerre. Pourtant, ils combattirent dans les Hauts-de-France. Dès septembre 1914, la cavalerie s'illustrant même durant la bataille de la Somme en 1916. En complément de ces soldats, l'Inde a fourni 50 000 auxiliaires travailleurs. Les tombes sont essentiellement consacrées aux travailleurs qui ont construit des routes, qui ont construit des lignes de chemin de fer, qui ont creusé des tranchées pour venir, donc pour les soldats indiens, et qui faisaient tout le travail, aller ramasser les morts par exemple. Bon, certains prenaient même les armes pour combattre. Ça, c'est arrivé. C'est la municipalité qui a décidé qu'un hommage serait rendu cette année. En 1917, ce sont les soldats indiens qui étaient ici dans les...
C'était hier, je pense. Il est sur REC, hein, c'est normal? Non, c'est pas du tout normal. Ah, pas sur REC, je veux dire, il est sur Play, Play. oui, ça oui. T'as l'impression que je suis en mode eau fraîche, moi? Je te rassure. Les Indiens, on n'en parle jamais. Mais on a aussi oublié les poilus qui sont partis faire la guerre sous les tropiques. Tout fait. 2 tiers des victimes de l'armée française le furent de maladie. Et mourir dans les Dardanelles. C'était choquant. À 140 km de l'autre côté, on entendait le bruit des canons jusque dans le village. Tous ces soldats morts, loin de chez eux, ce sont les oubliés de 14-18. Quand la Première Guerre mondiale éclate, l'Europe est prête au conflit. Les sentiments nationaux sont exacerbés et vont précipiter les nations les unes contre les autres. Pourtant, cette guerre européenne va, par le jeu des alliances et des empires coloniaux, devenir mondiale. L'assassinat du prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand et de sa femme Sophie à Sarajevo par un étudiant nationaliste serbe le 28 juin 1914 sonne comme un prétexte. Ce qui apparaît comme un fait divers va vite servir de règlement de compte ou d'occasion de grignoter les territoires. À la suite de cet attentat, l'Autriche-Hongrie, certaine de l'appui de son puissant allié allemand, déclare la guerre en août 1914 à la Serbie, dont elle veut une fois pour toutes mater les ambitions nationalistes. Mais la Serbie est alliée avec la Russie. La mobilisation des Russes aux frontières, réputés comme de terribles combattants, inquiète Guillaume II, l'empereur allemand qui leur déclare la guerre. La France, quant à elle, alliée du tsar, est menacée sur son territoire par l'ennemi héréditaire, l'Allemagne. L'Allemagne qui la précipite dans le conflit. L'Angleterre, de son côté, pourtant hostile à un conflit européen, se sent à son tour menacée lorsque les Allemands pulvérisent la neutralité belge en envahissant le territoire et en marchant vers la mer du Nord. La grande famille des empires européens se déchire entre cousins. Le tsar de Russie, l'empereur d'Allemagne et le roi d'Angleterre, ayant tous les trois la même grand-mère, la reine Victoria. En une semaine du mois d'août, tout bascule. Mais personne à ce moment-là n'était capable de prévoir que cette guerre, qui devait durer 2 mois, allait devenir un massacre planétaire. En 1914, tous les esprits ont été préparés à une guerre possible avec l'Allemagne, en fin de compte. Hein. Enfin, l'état d'esprit, il ne faut pas l'oublier, c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la France.
et pas l'inverse. Ensuite, c'est l'Allemagne qui envahit. Donc il y aura très peu de gens qui vont refuser de rejoindre les casernes. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous partis en chantant, en hurlant, c'est pas vrai. Les vendanges rapprochaient, les moissons étaient en cours. Pour tout ce monde rural, qui est le plus important à l'époque, ça a été un déchirement de partir. L'armée française se déploie à la frontière belge, dans le nord et en Champagne, en réponse à l'invasion de la Belgique par les Allemands. La stratégie allemande était d'en finir d'abord avec les Français avant de se tourner vers le front russe. Les Anglais entrent en guerre dans le nord et vont se battre dans les Flandres. À la fin de l'été, les Français vont sauver Paris avec la bataille de la Marne. 5 jours et 5 nuits sur 300 km de front, et au final les Allemands qui battent en retraite. À partir du moment où Paris est sauvé, et les Français essayent de partir vers le nord pour passer dans le dos des Allemands et les prendre à revers, et les Allemands essayent de remonter vers le nord, donc vers la mer, de façon à passer dans le dos des Français et à refaire un mouvement qui leur permettrait de pénétrer profondément en France. Et cette façon de marcher va amener les deux belligérants jusqu'à la mer du Nord, et là, lorsqu'ils arrivent en butée sur la mer, eh bien, on ne peut plus aller plus au nord. Donc, à ce moment-là, que font les soldats naturellement? Eh bien, ils creusent des trous pour se protéger. Les trous se creusent de plus en plus profondément, ils se joignent les uns aux autres, ça crée des tranchées. Pour la première fois, cette guerre qui, depuis août 14, était une guerre de mouvement, se transforme en une guerre de position. Donc, la guerre se stabilise. L'hiver arrivant et les munitions faisant défaut, eh bien, il faut tenir là où on est. Et progressivement, se crée entre la mer du Nord et quasiment la frontière suisse, eh bien, une ligne de front qui est aussi l'ensemble de deux tranchées qui se font face dans lesquelles les hommes s'enterrent. À partir de là, on sait que la guerre de position va imposer de nouvelles méthodes, des armements nouveaux, des contraintes, et ça va durer longtemps. Lorsque le front se stabilise fin 14, les pertes sont déjà considérables. Plus de 300 000 morts côté français. Il faut donc aller chercher rapidement des hommes ailleurs. N'oublions pas que août 14, 22 août, 23, 24, 25 août, en moyenne 22 23 000 morts par jour, 100 000 morts en 4 jours, c'est un véritable massacre. Près de Béthune, dans le nord de la France, 2 Sikhs viennent se recueillir sur la tombe d'un soldat indien. Regarde, c'est un monsieur Samadin, c'est sa plaque commémorative, sa tombe. Ici, tu peux voir les noms des différents régiments impliqués. Le Rifle Frontier Force, le nom et le prénom de la personne, puis le symbole sikh. À la fin d'août 1914, les troupes anglaises sont décimées. Contrairement aux Français, l'armée anglaise n'a pas de service militaire obligatoire, donc pas de réserve. Exsangue, elle doit se tourner vers ses colonies pour remplacer les morts et fait venir des combattants indiens. L'armée indienne est fondée sur le même principe que l'armée britannique, c'est-à-dire avec des divisions, des bataillons, et donc elle est opérationnelle tout de suite. Donc les Britanniques les appellent parce que les autres nationalités australiennes et canadiennes ne sont pas encore prêts. Donc ce sont quand même des soldats de métier qui ont déjà, pour beaucoup, une bonne trentaine d'années et qui savent se battre. Dans chaque division, on y trouve des Sikhs, on y trouve des Pendjabis musulmans, on y trouve des Gourkhas. Les Sikhs font partie intégrante des divisions
indienne. Bon, après, leur réputation fait que les Allemands en ont un peu peur. Bon, il y a quand même une réputation combattant, hardi, n'ayant peur de rien, quoi. Leur arrivée à Marseille se fait en septembre, donc ils arrivent comme ils ont embarqué, c'est-à-dire en tenue de toile. Donc ça va poser certains problèmes parce que cet équipement va rester quand même jusqu'aux environs du mois de novembre. Donc on va trouver des soldats habillés, disons, avec des tenues de toile dans les tranchées humides avec de la boue. Petit à petit, on va les équiper avec des équipements en drap, mais bon, le problème, c'est que les Gurkhas sont des petits bonshommes, et on les équipe avec des uniformes de soldats déjà d'un gabarit plus important. Donc ça va leur poser des problèmes avec des très longues manches, des pantalons trop grands, et il va falloir retailler tout ça, quoi. Pour les Indiens, la vie à Marseille s'organise. Les Anglais ont bien compris que s'ils voulaient que les Indiens soient opérationnels au combat, il fallait respecter l'ensemble de leurs traditions religieuses, et notamment les restrictions alimentaires. Nécessité de cuisine séparée, car certains sont végétariens. Autant de choses qui semblent compliquées, mais qui au final ont permis entre combattants indiens et gradés britanniques un accord où tous étaient gagnants. Mon grand-père paternel s'appelait Sardar Borsing et son petit frère s'appelait Sardar Inder Singh. Les deux ont été blessés dans la région de Givenchy au cours de la Grande Guerre. Et ils ont été blessés? Le petit frère a été blessé le premier. Il a reçu une balle dans la main qui l'a rendu invalide. Quant à mon grand-père, il était sur le front. Il avançait en rampant au cours d'une offensive et une balle lui a effleuré l'œil et s'est logée dans le cœur. Il a été hospitalisé dans la région et opéré. Et ils sont rentrés au pays ensuite? Ah non, pas du tout. Lorsque mon grand-père a appris que son petit frère avait été rapatrié en Inde, il a décidé de rester sur le front et à retrouver ses amis. À ceux qui souhaitaient rentrer, il leur a rappelé leur devoir de sikh. Ne pas fuir le combat et gagner cette bataille au prix de leur vie. Il leur a rappelé, tant que la guerre ne sera pas finie, nous, les Sikhs, nous combattrons. Monsieur Singh faisait partie du régiment des Rifle Frontier Force. Avec ses compatriotes, il a combattu vaillamment à la bataille de Givenchy. La bataille de Givenchy va commencer dans la nuit du 18 au 19 décembre 1914. On va transférer les soldats sur le front et on va les faire attaquer sur des lignes qu'ils ne connaissent absolument pas, que les officiers n'ont pas repérées. Donc ils vont partir dans le noir à l'aventure. Et vont se retrouver pris dans les tranchées allemandes et vont être massacrés. Ici, on voit les noms de l'ensemble des soldats sikhs morts pendant la guerre. Là, on peut voir le numéro matricule de mon grand-père, 4874. 4874. Et ici, on voit le matricule de ses amis, 4714, du régiment Rifle Frontier Force. C'est le livret de pension de mon grand-père. Il y a également son matricule de soldat. Son nom est aussi gravé sur le revers de la médaille avec le nom de son régiment. 59, Rifle. Il faut essayer de comprendre que les Indiens, à eux seuls, ont autant de pertes que les troupes indigènes françaises. Nous avons 35 000 Nord-Africains, 35 000 tirailleurs noirs, 70 000 morts donc, mais les Indiens ont autant de pertes. On n'en parle jamais. L'histoire de M. Singh, c'est la continuité de l'histoire. C'est une mémoire vivante qu'on essaie de préserver et qui permet, nous, aux Français de Confession Sikh, de garder un lien avec la France. De génération en génération, on nous apprend cette histoire et on a la chance d'être en France pour marquer et pour commémorer ces morts. Ils ont été oubliés d'une certaine manière. On a été éduqués à l'école, on ne vous a jamais parlé de la contribution des soldats sikhs et indiens. Et aujourd'hui, nous, grâce à nos parents et les membres de cette grande famille, on essaie de garder cette histoire vivante.
75 000 Indiens sont morts loin de chez eux, sous les balles et les obus. Mais beaucoup ont aussi souffert des terribles conditions de vie dans les tranchées. Ils vivaient avec de l'eau jusqu'au-dessus des genoux, donc c'est ce qui provoquait des maladies, provoquait aussi lorsqu'il faisait froid ce qu'on a appelé les pieds de tranchée, c'est-à-dire le gel des pieds et des mollets, donc ça provoquait aussi des amputations. Devant les pertes et l'hiver terrible que les Indiens ne supportent plus, les Anglais décident de les retirer du front de l'Ouest pour les envoyer vers les climats plus adaptés. Ce sera le Moyen-Orient ou la Turquie de la presqu'île de Gallipoli. On organisera une cérémonie franco-indienne du souvenir en hommage aux Indiens morts dans la Somme lors de la Grande Guerre. Un pan de l'histoire inconnu pour les Péronnais aussi. Pour les Indiens, ils sont 320 à être enterrés dans le cimetière britannique de la commune. Delphine Dubourg avec Manon le Charpentier, regardez. Sur les traces de leur grand-père, Kashmir et Gurdev Singh découvrent ce cimetière militaire. Sur les stèles, des versets en sanskrit, en malayalam ou en arabe accompagnent les soldats indiens dans leur repos. C'est la religion hindoue, c'est la religion musulmane et c'est la religion sikh. Mon grand-père, il s'appelle Bour Singh et son petit frère, il s'appelle Inder Singh. Tous les deux fait la guerre 1914. Les combats n'ont pas eu lieu à Péronne. La cérémonie qui se prépare rendra hommage à tous ces Indiens venus sur le front dans le Nord et le Pas-de-Calais il y a 100 ans. Il y avait à la Chaplette 3 hôpitaux qui recrutaient donc tous les soldats qui étaient blessés. Il y avait une sorte de... c'est là où ils les envoyaient après vers les bonnes destinations, vers les bons hôpitaux, ou à l'arrière, ou au retour chez eux. Et certains sont morts ici sur place. Et ils ont été enterrés sur place dans ce cimetière de la Chaplette. Sur demande de l'Empire britannique, 100 000 Indiens entrent en guerre en France dès 1914. Des volontaires, déjà militaires en Inde et chargés là-bas de défendre les frontières.
question. ਅੱਛਾ last time परसों करूँगा बोलना मैं स्टेशन का तो पेपर करूँगा फोन ठीक है ओके हाँ नहीं कोई नहीं बना लेंगे प्रोग्राम कोई नहीं बनाने किसी ना कल आएंगे किसी ना कोई आऊँगा ठीक है हाँ नहीं बनाने हैं ठीक है ओके ओके ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਡਏ ਬੰਦੇ ਆਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ अच्छा last time